Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un jardin écologique situé à Guédiawaye, dans la banlieue de la capitale sénégalaise. Un jardin écologique est basé sur le principe de la protection des biodiversités et de la restauration des équilibres écologiques. Il implique le remplacement des traitements ayant un impact négatif sur l'environnement par des produits naturels. Ces jardins sont à la pointe de nombreux développements innovants au sein des villes où ils sont implantés. Ils inspirent de nouvelles initiatives de villes écologiques, telles que fournir un espace pour planter, recycler et composter. C'est aussi un espace vert où les gens se rassemblent dans l'esprit de la nature, apportant ainsi leur contribution aux objectifs de développement durable de leur ville ou de leur pays. Et pour comprendre l'impact des jardins communautaires au niveau social, environnemental et écologique, nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Merci beaucoup Monsieur Diagne d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Alexis et bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Soyez bienvenus sur notre plateau, on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Bachir Bodian et Giro Togbe. Guédiawaye, chef-lieu du département du même nom, est une cité côtière située au nord-est de Dakar, la capitale sénégalaise. C'est la 4e ville du Sénégal par sa population avec près de 350 000 habitants selon les estimations de l'année 2015. Ses habitants, femmes comme hommes, mènent au quotidien plusieurs activités pour subvenir à leurs besoins. À côté, ce sont des groupuscules de jeunes formés en association qui tentent d'apporter un changement significatif dans la communauté, du moins dans la préservation de l'environnement. Ce site, autrefois dépotoir de déchets solides, est aujourd'hui valorisé. Nous sommes ici à Medina Gounass, à Guédiawaye, où nous nous activons dans le maraîchage. C'est notre principale source de revenus. À cet effet, nous faisons une agriculture saine, sans engrais chimiques. C'est pourquoi nous avons opté pour une agroécologie, pour une meilleure santé des populations. Regroupés en association, ils ont bénéficié du projet Tol au Cœur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. C'est un modèle d'agroécosystème traditionnel destiné à la production de fruits, de légumes et de plantes médicinales. Il est caractérisé par l'association d'une grande diversité d'espèces, de plantes différentes, formant plusieurs couches de végétation. C'est ce qui justifie la diversité des espèces présentes ici. Ici, nous avons toutes sortes de cultures maraîchères. Tout ce que nos clients recherchent en termes de légumes, nous les avons et nous les ravitaillons. L'objectif recherché est de créer une autonomie alimentaire, nutritionnelle et sanitaire en offrant aux populations locales des plants médicinaux à croissance rapide et très résistants. Les légumes qui sont produits ici, cette dame aperçue sur place en raffole pour une raison simple. Les produits que j'achète ici sont de très bonne qualité. C'est pourquoi je préfère toujours venir me ravitailler si c'est pour la revente au marché. Facilement, on arrive à se faire un bénéfice parce qu'ils nous vendent leurs produits à bon prix. Le bassin d'eau situé non loin du site constitue un avantage majeur, mais dans le même temps, un inconvénient. La preuve, il pourrait déborder comme c'est le cas au moment de notre passage. Conséquence, une partie du champ est inondée et les pieds de maïs peinent à s'accroître. Le principal problème que nous rencontrons est dû à notre proximité avec le bassin.
Souvent, quand il est plein, il sort de son lit et vient détruire toutes nos cultures, ce qui nous cause d'énormes préjudices. À cet effet, nous lançons un appel à l'Office national de l'assainissement du Sénégal et au maire de la localité pour trouver des solutions à ce problème. Dans ce même périmètre, une autre action environnementale bat son plein. Il s'agit du recyclage des pneus usagés pour en faire des objets décoratifs, voire des meubles de salon. 3 pneus que vous voyez là, si vous les brûlez pour sortir le fer, donc tu ne peux pas avoir 1 kilo. Donc nous, on va te permettre, donc, avec tout ça, donc les 3 pneus, tu peux avoir une poubelle. Voilà, regarde, ça c'est une poubelle. C'est une poubelle donc, fabriquée à base de 3 pneus. Donc les 3 pneus, comme ça aussi les 3 pneus, tu peux avoir donc une fauteuil complet. Regarde, donc ça aussi c'est 3 pneus. C'est juste pour montrer que donc il y a toujours la possibilité. Donc vous voyez, tu vas rester aisément. Donc ça aussi c'est un autre échantillon. Vous voyez, c'est juste pour montrer aux populations que vraiment les pneus que nous brûlons tous les jours, ils ont vraiment un autre sens de vie pour continuer donc de fonctionner. Parce que la durée de vie d'un pneu, c'est de 1000 ans. Il est un acteur influent de l'action environnementale au Sénégal. Connu sous le surnom de l'homme plastique, son combat contre les déchets plastiques date depuis 2006, suite à son départ de l'armée sénégalaise. J'ai commencé à récupérer les sacs plastiques et de l'attacher dans mon corps et entrer dans les places publiques, sensibiliser, mais c'était un peu difficile parce qu'en ce moment-là, donc, les gens croyaient que moi je suis fou. Donc tel n'est pas le cas parce que c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment tient au cœur parce qu'il fallait très rapidement les gens comprennent le message que je voulais passer. Mais c'était tellement difficile. Parfois, donc, je trouve des personnalités qui me trouvent en plein riz ou bien en plein débat qui me donnent de la charité. C'est cela qui a motivé la mise en place de l'association Sénégal Propre qui, jusqu'à ce jour, est à fond dans l'implémentation des projets au profit de l'environnement. Le projet 1 million de pneus recyclés, 1 million d'arbres plantés peut être cité en exemple. 1 million de pneus à récupérer, mais 1 million d'arbres à planter aussi. Donc chaque arbre que nous avons planté, donc il va avoir un pneu dedans, comme ça. Vous voyez, comme ça. On vient dans votre maison, on vous offre un arbre cocotier, mais on va mettre un pneu à l'intérieur. Le pneu que nous avons mis à l'intérieur, donc ça va nous permettre donc de planter aussi d'autres graines, donc pour nous permettre donc d'avoir aussi d'autres arbres pour donner à d'autres personnes. C'est pour cela, vous voyez, regarde ça. Vous voyez ces 2 pneus là, il a combien de branches d'arbres? Donc on vous offre un arbre, donc, et on va planter d'autres graines. Donc le moment que vous venez tous les jours arroser votre arbre, mais il y avait d'autres graines qui sont en train de pousser. Donc au bout de 1 mois, on va passer encore récupérer ces graines pour aller offrir donc votre voisin, vos amis et d'autres. Donc ça va nous permettre donc de combler la gap donc de 1 million d'arbres d'ici donc la fin de l'année 2022. Ce travail de recyclage résulte par ailleurs de l'œuvre de l'esprit. Il fait appel au sens et demande beaucoup de soins et de précautions dans la réalisation. Ce jeune de la trentaine s'y connaît. Membre de l'association Sénégal Propre, il apporte son savoir-faire pratique en la matière. J'ai suivi des formations avec l'homme plastique, M. Mbous, nous a formés. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses même qui servent à embellir l'environnement même. Pour le travail de l'intérieur, moi je suis chargé de la communication en premier temps. Moi je suis chargé de prendre les notes, moi je suis chargé de faire les rapports et aussi je suis chargé de faire le décor de n'importe quel produit qu'on crée ici. Je suis chargé de faire le décor, quel que soit le produit. C'est moi le chargé de faire le décor.
Je peux dire, en vrai dire ça. C'est moi le décorateur tout court. Oui, l'inspiration, je peux dire qu'on peut s'inspirer parce que s'inspirer sur l'environnement, c'est très facile. Parce que c'est de faire sensibiliser. La sensibilisation, les images parlent. Il y a certaines images qu'on met dans certains objets, c'est des images qui parlent, c'est des images qui s'interdisent, c'est des images qui nous montrent. C'est aussi des images qui nous demandent même de faire quelque chose. Mais pas, on ne peut pas prendre un homme pour chaque poubelle, mettre là-bas un homme pour dire il ne faut pas jeter ici des choses. Non, non. Mais l'image va servir à ça. Le décor, ça vient de l'esprit. Le produit fini est livré à environ 350 € dans les écoles, avec des variations en fonction des commandes. Les 4 places, table, 2 pots de fleurs, on le vendait à 200 000. Les 200 000 francs, donc ça va nous servir. Donc si nous avons vraiment une autre école à vraiment, comment dire, reboiser ou bien aménager, donc ça va nous permettre de trouver une fond qui va nous permettre donc d'acheter du peinture ou bien de certaines vis pour continuer notre travail. Ce natif de Guédiawaye tient beaucoup à cœur la question de la protection de l'environnement. Pour lui, l'être humain devrait considérer les déchets plastiques comme des billets de banque. Le problème d'environnement là, d'ici 5 ans, ça sera une grande danger qui va se poser au niveau mondial même. Ça, je le sais, moi je sais ça. Parce qu'il y a de la dégradation de tout. Personne ne respecte l'environnement. Tu as vu, chaque jour on balaye, mais il y a chaque jour la même chose. Tu as vu les sachets plastiques d'eau là. C'est le problème du Sénégal, ça. Ça, je le vois partout. Pourquoi on ne jette pas les billets de banque dans la terre? On devrait les considérer comme des billets de banque. Tu n'aurais pu voir ça dans la nature. C'est pas bon. À l'heure où le taux de chômage galope et les jeunes crient au sous-emploi, ces acteurs pensent qu'il y a espoir pour celui qui sait observer son environnement. Oui, moi, j'aurais préféré donner un exemple. Que nous, tu as vu ça. Ça, c'est des bouteilles. C'est des bouteilles en plastique, mais on a mis tout ce qui est comme déchets plastiques ici. On a ramassé des déchets plastiques. Des bouteilles là, si quelqu'un, au moins de ramassage là, si quelqu'un amène une bouteille là remplie de déchets plastiques, on lui paye 100 francs. Lui, on leur donne 100 francs. Nous, après, on va donner ça à l'association à 500 francs ou bien à 300 francs l'unité. Tout ça, c'est des bidons que tu as vu. Tout ça, même le podium, c'est le déchet plastique. On a construit ça avec le déchet plastique. Aux jeunes Africains de rester ici en Afrique, nous avons beaucoup de choses ici. Nous avons nos ressources naturelles. Il y a combien de jeunes qui sont morts dans la Méditerranée? Et moi, j'avais l'occasion de partir, mais je ne me sacrifie pas mon vie comme ça. Hein. Parce que j'ai constaté que j'ai beaucoup de choses à faire ici dans mon pays. Et depuis que j'ai commencé, je n'ai pas regretté. Je n'ai jamais quitté le Sénégal pour aller à l'extérieur. Et pourtant, je vis normal. Je gagne ma vie. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je paye ma loyer, je paye l'éducation de mes enfants. Tout ça, c'est les choses que je récupère donc sur la nature et de la valoriser. L'Organisation internationale du travail a d'ailleurs mis en place un programme des emplois verts qui œuvre en faveur du développement socio-économique durable du point de vue de l'environnement. Il favorise la création d'emplois verts dans le monde comme moyen de régénérer des emplois décents et des possibilités de revenus ayant un impact réduit sur l'environnement. La perspective est de mieux faire face aux difficultés liées au changement climatique et à la pénurie de ressources. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Monsieur Ndiaye, d'abord, que pensez-vous de ce qui se fait à Guédiawaye, plus particulièrement au niveau de ce jardin écologique communautaire que nous avons vu dans le reportage? Je trouve que c'est une initiative très très riche et ils ont quand même donc trouvé le chemin pour pouvoir aussi bien faire du recyclage. Et la problématique de la gestion des déchets est une problématique qui est récurrente. Et le travail aussi sur le changement de comportement est très très important. Malheureusement au Sénégal, donc, il y a beaucoup d'initiatives, mais tout est dans la démarche. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait des initiatives sur le recyclage du plastique,
Mais il faut aussi, si on enlève quelque chose, qu'on sache ce qu'on doit mettre donc à côté. Et le fait de récupérer, de faire du compostage, de faire donc le maraîchage, parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a ce programme donc pour pouvoir intégrer tout ce qui est, je vais dire, spéculation donc au niveau donc maraîchage donc pour les maisons, que les femmes puissent venir acheter donc ces plantes comme les feuilles de menthe et autres. Donc tout cela, c'est véritablement pour aider à la qualité, donc avec donc le maraîchage bio. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement diffuser au niveau des communes, au niveau des quartiers. Quels sont les bienfaits du jardinage communautaire, tant au niveau personnel que collectif? Vous savez, la nature fait partie de nous. On ne peut pas vivre sans un arbre. Si les arbres disparaissent, l'espèce humaine disparaît. Donc, intégrer carrément donc, un environnement vert dans la maison, c'est quelque chose d'important. Dans le quartier, encore plus. Et il faut véritablement... La seule chose que je souhaiterais, c'est-à-dire de choisir des espèces qui sont beaucoup plus des espèces de notre milieu. Donc, aujourd'hui, on fait beaucoup de plantes exportées, mais il faut qu'on prenne des espèces de notre milieu, c'est-à-dire des citronniers, des plantes véritablement locales. Pourquoi pas récupérer des espèces forestières qui ont pratiquement disparu, de pouvoir les faire revenir. Et ça, je pense que ça va aussi bonifier donc, ce genre d'initiative pour que même il y a certains enfants, ça va vous paraître bizarre, ils ne connaissent pratiquement pas certains fruits locaux. Donc, et ça, c'est un risque. Dans 10-20 ans, ils n'auront aucune connaissance véritablement sur leur propre environnement immédiat. Quelle est sa contribution, je parle des jardins écologiques communautaires, aux objectifs de développement durable d'un pays ou d'une ville en particulier? Vous savez, si c'est développé à un stade suffisamment consolidé, un quartier peut être pratiquement, je veux dire, autonome. Ça veut dire que certains besoins, par exemple en produits maraîchers, donc légumes et autres, un quartier peut véritablement avoir donc une sorte d'autosuffisance. Parce qu'il y aura chaque maison qui aura un petit jardin donc dans sa maison, ou bien comme il l'a dit, de faire en sorte que vous parrainez un arbre, mais quand on l'installe avec le pneu, il y a d'autres graines qui sont là-bas. Un mois après, il y a donc la croissance d'autres espèces et ça permet aussi donc de diffuser. Et ça va contribuer à un reverdissement au niveau donc des quartiers et je pense que c'est une très bonne idée. Il faut aussi l'accompagner. Sur place, nous l'avons vu dans le reportage, les populations sont formées à l'agroécologie. Comment cela pourrait contribuer à faire davantage la promotion de l'agriculture familiale en milieu urbain et périurbain? Vous savez, aujourd'hui, c'est toujours donc, la question de la bonne qualité et du confort. Et je pense que si on arrive à avoir des produits bio, donc au plus proche du besoin, c'est vraiment à faire. Il faut aussi donc intégrer et identifier au mieux quels sont les besoins donc, au niveau donc, de ces foyers-là. Vous avez beaucoup de carences alimentaires, on en parle très peu. Il y a beaucoup de carences alimentaires et certaines plantes peuvent nous aider aujourd'hui à avoir donc une solution pour ces carences. Par exemple, le nebedaï, on ne le voit plus. Il y a beaucoup de quartiers, donc les premiers quartiers, on avait beaucoup d'arbres fruitiers, donc, comme des espèces exotiques comme le sapote et autres, donc beaucoup d'espèces. Mais aujourd'hui, on doit faire en sorte d'identifier que ces espèces-là qui sont intégrées dans ces jardins donc, de maisons et autres, puissent avoir aussi la possibilité d'être transformées et intégrées dans le circuit de consommation, donc, je vais dire donc, familial. Au niveau économique, comment rentabilise-t-on l'activité d'un jardin communautaire et comment peuvent-ils devenir des créateurs d'emplois sur le long terme? Je pense que c'est toute une chaîne. Aujourd'hui, il faut penser le projet donc, du début à la fin. Vous avez installé un jardin, vous avez la production, vous pouvez la transformer, vous pouvez la distribuer. Ceux qui sont autour de votre site de proximité sont vos premiers clients. Donc, vous devez arriver donc, à faire en sorte de pouvoir donc, faire en sorte qu'ils adhèrent donc, à ce concept. Maintenant, de sortir de votre cadre, on peut dire nucléaire, et de pouvoir donc arriver. Et pour la création d'emplois, il faut bien penser le concept. On parle beaucoup d'emplois verts. Mais le fait de parler d'emplois verts, ce n'est pas un effet de mode. Il faut que ce soit des emplois. Comme il l'a dit, avec l'activité que je mène de sensibilisation contre les déchets plastiques, le recyclage des pneus, j'arrive à prendre en charge ma famille, donc les frais de scolarité. Ça veut dire que c'est un emploi.
Mais un emploi, c'est une question aussi de dignité, c'est une question de sécurisation, surtout au plan social et aussi économique. Donc il faut bien penser donc, à ces emplois verts. Il faut bien donc les déterminer parce que ce n'est pas seulement créer des emplois parce que c'est juste un volontariat. Il faut que les gens se sentent sécurisés quand ils s'investissent dans le développement durable. Pourquoi est-il aujourd'hui si important pour les villes de disposer d'une multitude de jardins écologiques communautaires comme c'est le cas à Guédiawaye? C'est très important. Aujourd'hui, vous savez, il y a une disparition des espaces verts. Et il y a un manque aussi de personnel pour pouvoir aussi prendre en charge ces espaces. Donc si c'est au plan communautaire, ce sont les populations elles-mêmes, à travers des associations donc, de quartier, qui puissent s'organiser pour prendre en charge, pour préserver leur environnement, ça veut dire qu'il y a une gestion de proximité. Et cette gestion de proximité-là, il faudrait aujourd'hui que, par exemple, que la collectivité locale accompagne cela. Ça veut dire que si les gens se portent volontaires pour pouvoir gérer donc, ces espaces verts, arroser, donc faire l'expansion, qu'il y ait un accompagnement à deux niveaux. Déjà au plan de la collectivité locale et aussi au plan aussi de l'État. Les organisations comme l'OIT et autres donc, qui peuvent aussi donc, soutenir ou bien d'autres organisations donc, bilatérales. Mais il faudrait que ce soit vraiment bien organisé. Il faut que ce soit bien structuré. Il ne faut pas que ce soit juste un effet de mode. Parce qu'aujourd'hui, le discours environnemental ou bien sur l'économie verte, c'est devenu un peu trop donc, un effet de mode. Il faut que ce soit véritablement très très sérieusement donc, pensé. Pour ce qui est de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en milieu urbain, comment de telles initiatives pourraient constituer des débuts de solutions au niveau communautaire? Vous savez, le plus on a d'espace vert, le plus nous avons de verdure, donc il y a le captage. Ça veut dire que si vous voyez, nos villes sont extrêmement polluées. Donc aujourd'hui, si vous voyez un peu au niveau de Dakar, il y a une prolifération de maladies donc, pulmonaires donc, qui est là. Donc les espaces verts tendent véritablement à disparaître. Et il faudrait qu'on puisse arriver à ce qu'il y ait des espaces donc, de verdure dans les quartiers où les gens peuvent peut-être avoir une petite bouffée d'air, je peux dire par exemple, ou aller là-bas. Les enfants, il faut. Parce que si vous n'avez pas il y a la promiscuité telle que la densité donc, démographique est là. Et aujourd'hui, les espaces verts, peu de personnes pensent à cela lorsqu'il y a des aménagements donc, en matière de construction. Et il faut véritablement penser à des espaces, donc des écosystèmes où les gens pourront aller donc s'aérer, découvrir donc des plantes, mais aussi s'approprier à nouveau donc aujourd'hui, je veux dire leur identité, je veux dire donc florale. Selon vous, quels sont les besoins prioritaires lors de l'aménagement d'un jardin écologique communautaire? Les besoins sont doubles. Il y a un premier besoin qui est alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut produire donc, au plus proche du besoin, qui peut nous servir dans nos besoins alimentaires au quotidien. L'autre besoin aussi, c'est des plantes médicinales. Il faudrait que pour ces plantes médicinales, identifier les plantes dont on aurait besoin au quotidien. Lorsqu'il y a donc, on a donc des maux de tête, des grippes, donc des allergies. Donc, quelles sont les plantes? Il faut qu'on essaie d'identifier. Et je pense qu'aujourd'hui, le savoir est là. Il faut véritablement le faire avec un travail d'expert, de le prendre vraiment au sérieux. Qu'est-ce qu'on peut cultiver dans les maisons qui peut servir à restaurer, je vais dire, donc, certaines carences donc, nutritionnelles. Le second point, quelles sont les plantes qu'on peut faire revenir ou bien cultiver pour pouvoir, quand il y a par exemple des maladies bénignes, on peut faire des tisanes, on peut même aussi les transformer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette l'équilibre sur, parce que l'arbre, c'est la nourriture et ça soigne. Et surtout, comment développer davantage de telles initiatives au niveau de nos villes et communautés? Comment faire pour favoriser leur émergence? Il faut intégrer véritablement l'éducation environnementale pour toutes les générations, dans les écoles, dans les jardins d'enfants, les écoles élémentaires. Il faut qu'on intègre l'éducation environnementale. Si l'enfant a le réflexe de préserver son environnement, le réflexe de ne pas jeter, s'il y a un jardin d'école, il pourra découvrir, il pourra voir, donc voilà, j'ai semé ma petite graine, voilà donc la plante a commencé à germer, à fleurir et tout cela. Donc il faut qu'on les initie très tôt, véritablement, à aimer la nature et à découvrir la nature, et aussi à comprendre aussi le cycle de vie d'une plante, qu'ils sachent qu'ils vivent avec la plante. Sans la plante,
la vie humaine n'a pas de sens. Il faut que les enfants, très tôt, qu'on les initie véritablement à cet amour de la nature. Merci M. Ndiagne pour cet éclairage autour des jardins écologiques communautaires. Nous rappelons que vous êtes consultant en éducation et gestion environnementale. Merci, c'est un plaisir et vraiment donc je salue donc l'ensemble des téléspectateurs et donc vive Croissance Verte. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.